Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité au décryptage, l'émission qui répond à vos questions sur l'actualité. Alors, au sommaire de ce samedi, l'arrêt brutal de la saison de Koh-Lanta. Que s'est-il passé réellement sur le tournage? Cette affaire d'agression sexuelle présumée illustre-t-elle les limites de la télé-réalité? Parce que la télé-réalité, depuis des années, n'est plus un simple divertissement. C'est un véritable business. Le modèle est-il en train de s'étioler, de s'enfoncer? C'est ce qu'on verra avec nos invités. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au week-end du couple Macron à Brégançon. Emmanuel Macron, donc, qui sacrifie à la tradition présidentielle, puisque tous ses prédécesseurs s'y sont rendus au fort de Brégançon avec plus ou moins de constance. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra. Brégançon, c'est pas seulement un endroit où se détendre, c'est aussi un endroit où soigner sa communication. On reviendra sur 50 ans de vacances présidentielles avec nos invités. Alors vous le savez, Priorité au décryptage, c'est votre émission. On attend bien sûr vos questions tout au long de nos échanges. Et pour nous envoyer vos questions, écoutez, c'est simple, toujours les mêmes adresses, les réseaux sociaux ou tout simplement Internet. Voilà, Priorité au décryptage, c'est parti, mais tout de suite, c'est le journal. Le journal présenté par Tanguy Delanlay. Bonjour Tanguy. Bonjour Florence, bonjour à tous. Elle se dit bouleversée. On connaît aujourd'hui un peu plus les conditions dans lesquelles l'opératrice du SAMU a réceptionné l'appel de Naomi Musinga le 26 décembre dernier. Son avocat affirme qu'elle est bouleversée et réfléchit désormais à ne plus exercer ce métier. De son côté, Gloire, l'un des frères de Naomi, prend la parole sur BFM TV. Il en appelle à la justice. La pensée vraiment qu'il faut retenir, c'est que la justice soit faite. Pour elle, pour la famille et pour toute la France, qu'il puisse avoir un exemple en fait de solidarité humaine. Et c'est surtout ce message-là que moi j'aimerais que la marche fasse passer. Et que c'est pour moi, tout le monde dit oui, c'est bien, t'as gagné, Gloire, t'as pas lâché, ta famille n'a pas lâché, c'est bien, mais c'est que le début en fait. Dans l'actualité, ce rassemblement ce matin à Prigny en région parisienne pour soutenir Anaïs, cette fillette grièvement brûlée dans l'attaque de la supérette de son père la semaine dernière. Plusieurs individus avaient lancé des engins incendiaires. La police judiciaire de Melun est chargée de l'enquête. Les détails d'Élodie Messager pour BFM TV. C'est tout un village pris par l'émotion qui a tenu à se rassembler ce samedi matin et à déposer des fleurs, des mots, des jouets, des peluches au pied de cette épicerie visée par une attaque au cocktail Molotov. Des proches de la famille bien sûr, mais aussi des parents, des enfants, des professeurs et même des élus ont souhaité manifester leur soutien au papa d'Anaïs. Anaïs qui est toujours plongée dans le coma et s'est touché, ému aux larmes que le papa s'est approché de la foule pour remercier les personnes qui étaient présente, courage, on est avec toi, ont répondu les habitants. Des mots qui font chaud au cœur et qui aident à traverser ce genre d'épreuve. C'est ce que nous a confié le papa d'Anaïs. Des messages et des mots d'espoir également pour que la petite fille de 7 ans grièvement brûlée se rétablisse. Ses copines de classe étaient également présentes. Elles lui ont fait des dessins. Elles attendent son retour. Ici, personne n'est insensible au sort de cette famille. Certains habitants même sont en colère, mais tous attendent que justice soit rendue et que les coupables soient arrêtés. C'est le sentiment de la plupart des habitants qui étaient rassemblés ce samedi matin. Christophe Naudin est sorti de la prison de Villepinte ce matin, condamné à 5 ans par la justice dominicaine dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne. Il avait été transféré en France en février dernier. Il a été libéré selon nos informations pour des raisons de santé. Christophe Naudin souffre d'un cancer et va pouvoir ainsi réintégrer une hospitalisation en milieu libre. Charles Aznavour, hospitalisé ce matin à 93 ans, le chanteur a été évacué de son domicile des Bouches-du-Rhône à la suite d'une lourde chute. Charles Aznavour qui, selon nos informations, souffre d'une fracture d'un os situé en haut du bras. Son pronostic vital n'est en revanche pas engagé. Il est actuellement hospitalisé à Nîmes. Emmanuel et Brigitte Macron sont en ce moment au fort de Brégançon dans le Var, l'une des résidences de vacances des présidents de la République. Pour le moment, le couple est resté discret. Pourtant, autour du fort, beaucoup espèrent apercevoir le président de la République et pourquoi pas même lui adresser quelques mots pour des raisons, vous allez voir, bien différentes. Maya Anaïs Yatagan avec Camille Fournier.
Tôt ce matin, Daniel a enfourché son Solex, direction Brégançon. 45 minutes de cyclomoteur et le voilà devant le portail de la résidence du président. J'ai vu Jacques Chirac, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'ai vu le président Hollande aussi. Je les ai vus tous, quoi, pratiquement. Mais bon, j'aimerais bien voir le président Macron, on ne sait jamais. Je ne sais pas, à tout hasard, si vous voulez me recevoir, comme ça. Je vais au culot, pourquoi pas, on ne sait pas. Hein. Pas de chance pour Daniel, il ne croisera pas la route d'Emmanuel Macron. Ceux qui ont un message pour lui se rabattent sur la boîte aux lettres du fort et l'Élysée l'affirme, les courriers sont bien transmis. Certains viennent alors lui demander de l'aide contre une expulsion. Nous avons apporté une lettre avec tout le dossier, parce que ça fait depuis 2009 nous sommes en procès. C'est notre dernier recours avant d'être expulsés. D'autres viennent fêter en avance les 1 an de l'élection d'Emmanuel Macron. On remet tout simplement nos souvenirs de campagne, voilà, parce on s'est vraiment énormément investi pour cette campagne. Donc on a fait une cuvée Macron, on a créé une Macron mobile, donc on a transformé notre véhicule voilà, avec des posters de Macron et on a sillonné la France. Aucune sortie n'est prévue pour ce week-end censé allier repos et travail pour le président. L'Élysée laisse entendre que le fort pourrait devenir un lieu privilégié pour les entretiens bilatéraux du chef de l'État. Voilà, 14h03, c'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, priorité au décryptage avec Florence Duprat. Merci beaucoup, Tanguy Delanlay. Effectivement, dans un instant, l'arrêt de la 19e saison de Koh-Lanta pour une affaire d'agression sexuelle présumée. L'aventure a dérapé. Est-ce que cela montre les limites de la télé-réalité? Puis surtout, quelles conséquences financières pour TF1, notamment pour la société de production? On en parle dans un instant. Demain, dès 18h, et en même temps. Et en même temps, Débattre, décrypter, interpeller, se passionner. 2 duos d'éditorialistes, des invités, de la politique et en même temps de la bonne humeur. J'ai dit en même temps. Et en même temps, rendez-vous demain, 18h-20h sur BFM TV. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Ensemble, on parcourt le monde pour dénicher des pièces rares. En créant des alertes sur Kayak, on peut suivre le prix des vols et ne jamais manquer une bonne affaire. Pour finir en beauté cette saison de Premier League, SFR Sport 1 vous donne rendez-vous pour une dernière journée exceptionnelle. 20 clubs, 6 matchs et une seule chaîne pour ne rien rater. Le multiplex de la 38e journée de Premier League, c'est demain à 16h en direct sur SFR Sport 1. Avec Parions Sport. Parions Sport, partenaire officiel de la Ligue 1 Conforama. Boostez vos gains jusqu'à 20% en pariant sur 3 matchs avec les combis bonus Parions Sport point de vente. Il aime la tête, il a vu l'appel de Giroud, la frappe là, le goal! Chez Bouygues Télécom, on ne vous garantit pas la joie. On ne vous garantit pas l'amour, ni le talent. On ne vous garantit pas non plus le sommeil. Et encore moins le bon goût. Non, chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet. Dès l'abonnement et même en cas de coupure, grâce à une clé 4G. Profitez-en avec nos nouvelles offres B-Box. Bouygues Télécom. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Si vous aimez vous faire une petite frayeur, avoir des sueurs froides, si vous aimez avoir les pétoches,
les chocottes, la frousse, les jetons. Bref, si vous aimez vous faire peur, vous allez être déçu. À la Banque Postale, vous n'aurez plus peur de devenir propriétaire. Découvrez la nouvelle garantie revente immobilière de notre assurance habitation. La Banque Postale, banque et citoyenne. Votre vie est déjà assez mouvementée. Nouvelle berline Citroën C4 Cactus avec suspension à butée hydraulique progressive Citroën. À partir de 179 € par mois. Citroën. Le saviez-vous? Jamais invité à Cannes, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo posent en une de Paris Match en 1997, faisant un pied de nez au festival. Le festival décide, quelques années après, de leur consacrer un hommage. Ils seront accueillis sous les applaudissements et une haie d'honneur des photographes. Les deux acteurs tiennent leur revanche sur Cannes. Vivez toute l'actualité de la 71e édition du Festival de Cannes sur BFM TV avec Paris Match. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. L'aventure Koh-Lanta tourne court. TF1 a mis un brusque coup d'arrêt à la 19e saison après une agression sexuelle présumée. Une candidate dit avoir été victime des agissements d'un participant dans la nuit du 4e jour du tournage. Ce dernier conteste formellement les faits. Nicolas Carne avec Majid Kayat. Dans un communiqué publié hier après-midi, Adventure Line Productions explique les raisons de l'arrêt du tournage de Koh-Lanta. Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage, une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Ces faits sont formellement contestés par le concurrent concerné. Des faits qui se sont déroulés en dehors du cadre du tournage de l'émission, dans un moment qu'on appelle un moment off, où il n'y a ni micro, ni caméra, ni équipe technique autour des candidats. La candidate aurait été réveillée par ces attouchements, aurait saisi le talkie-walkie qui lui permet de communiquer avec la production pour s'en plaindre. Des faits pris très au sérieux par la production de l'émission. Stéphane Cipolla est un ancien candidat de Koh-Lanta. Pour lui, lors du casting, il n'y a pas que la sélection physique. Les psys là-bas font leur boulot. Après, vous n'allez pas m'apprendre, mais peut-être une personne peut cacher aussi son comportement. Donc, les castings sont quand même faits assez pointueux. Donc c'est assez pointueux comme casting et assez long aussi. Koh-Lanta est l'un des programmes phares de TF1. Une seule émission génère plus de 2 millions d'euros de recettes publicitaires. C'est la deuxième fois qu'une édition du jeu est suspendue. En 2013 déjà, Koh-Lanta en tournage au Cambodge avait été annulé après le décès d'un candidat. Et on en parle avec nos invités. Céline Cabour, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef des magazines chez Grazia. Pascal Lima, bonjour. Vous êtes chef économiste d'Arwell Management. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Donc on va tout de suite voir les communiqués de TF1, de la société de production, qui ont évoqué cette agression sexuelle et annoncé qu'ils mettaient fin donc, au tournage de cette 19e saison. Céline Cabour, des cas d'agression sexuelle sur des tournages de production de télé-réalité, c'est déjà arrivé ou ça semble être une première ? C'est déjà arrivé, mais on peut s'interroger et se poser la question, est-ce que ce qui était possible avant, lors des premières années de la télé-réalité, il y a plus d'une dizaine d'années, en termes de contexte et de rapport de l'image de la femme, de ce qu'on autorisait, ce que la société permettait, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec toutes les histoires MeToo, avec la mobilisation autour de ces questions-là, est-ce que la société est armée et est-ce qu'elle est aussi tolérante qu'elle l'était? Et est-ce que les boîtes de production peuvent prendre des risques en la matière? C'est ce qui aurait poussé TF1, selon vous, à agir très rapidement? C'est pas ce qui pousse TF1. Mais ça peut y contribuer. Il y a des enjeux économiques évidents derrière tout ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est le symptôme de ces émissions de télé-réalité et ce qu'elles peuvent dire des évolutions de la société aujourd'hui. Or, on sait qu'elles mettent les candidats dans un rapport
rapport à tout ce qui est intimité, exposition, image de la femme, jeux de séduction, qui sont quand même très tronqués et qui sont généralement pas fidèles à ce qu'on pourrait souhaiter comme norme du vivre ensemble. On va rentrer donc sur les conséquences économiques dans le détail au cours de cette émission, mais une première réaction à Pascal de Lima. Il n'y a pas eu de plainte de déposée pour le moment, à ce que l'on sache. Est-ce que TF1 a pris une décision courageuse en décidant d'arrêter cette 19e saison? Si on s'en fie uniquement aux problèmes économiques, c'est que c'est quand même 20 millions de pertes. Donc finalement, si on fait une analyse simple et bête, je dirais, de l'extrême rentabilité de ces programmes, on peut effectivement s'interroger. Maintenant, voilà, je pense qu'on est dans l'ère aujourd'hui aussi de la moralisation de la société, et pour le bien et pour le pire. Et puis je dirais que voilà, s'il y a des principes moraux qui sont bafoués, l'économique, je dirais, ne doit pas passer devant. Donc ouais, c'est un principe de base. Maintenant, si on se fie exclusivement sur le terrain économique, effectivement, les chiffres qui circulent, c'est quelque chose comme 20 millions de pertes. Alors que le résultat net de TF1 en 2017 était de 136 millions, ça veut dire que grosso modo ça ferait 14,7%. Ouais, 15%, c'est pas rien. Bah, c'est pas rien, il faut savoir que lorsqu'on regarde un peu dans le détail ces programmes, c'est quand même 1,4 million, enfin entre 1,4 million et 2 millions de recettes publicitaires par prime, c'est-à-dire par épisode. C'est des coûts de production extrêmement faibles, c'est-à-dire que finalement les acteurs vivent dans des conditions aussi qui sont totalement quasi primaires. Enfin, je veux dire, il y a des scénarios hallucinants. Enfin, c'est du voilà, on appelle ça du hard shooting un peu TV finalement. Et donc ça, c'est coûts de production très faibles, 6 000, 700 000 euros à peine pour des recettes publicitaires de 2 millions. On a des rentabilités qui sont de 236% pour Koh-Lanta. Bon voilà, sur le terrain économique, voilà ce qu'on peut dire un peu, quoi, si vous voulez. Alors on va tout de suite prendre la direction des États-Unis. Les États-Unis, ce sont le pays de la télé-réalité par excellence. On va retrouver notre correspondant à New York, Cédric Fesch. Cédric, la télé-réalité est habituée au scandale de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, bien sûr, parce que la télé-réalité a été inventée ici aux États-Unis, donc ils ont connu ses succès et ses déboires avant nous. Par exemple, dans l'émission Survivor, dont Koh-Lanta est une adaptation en France. Il y a eu un problème en 2004 entre deux concurrents, un homme et une femme. L'homme qui se promenait nu avait frotté ses parties génitales contre la candidate. La séquence avait été diffusée à la télévision. La candidate s'était sentie, je cite, sexuellement agressée, humiliée, déshumanisée et totalement vidée. Mais elle n'avait pas engagé de poursuite parce que, disait-elle, la chaîne CBS, qui était le diffuseur, l'avait aidé à gérer la situation, et cet épisode avait bien servi l'audience et la notoriété du programme. Autre problème l'an dernier, quand un candidat a révélé qu'un rival était transsexuel, ce qui était une violation de sa vie privée. Mais là encore, plutôt que de couper la séquence, la chaîne a préféré tourner l'incident à son avantage. Comme ce genre d'émission est enregistré plusieurs mois à l'avance, la chaîne a eu largement le temps de préparer le jour où l'épisode a été diffusé et où il a fait scandale, comme prévu, parce qu'elle s'était rapprochée d'associations de gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres pour maîtriser la communication au moment de la diffusion de l'épisode, avec même des tribunes rédigées à l'avance dans la presse. Donc vous le voyez, ici aussi, il y a des scandales, mais les crises potentielles sont transformées en moments cultes de la télé. C'est en quelque sorte la magie de la télé-réalité américaine. Merci beaucoup Cédric Fesch, notre correspondant aux États-Unis. On n'en est pas encore là en France, Céline Cabour, mais il y a quand même des dérives. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans une époque quand même qui est de plus en plus connectée, une époque où le clic sur Internet fait sa loi. C'est vrai que plus il y a de scandales sexuels et de scandales en tout genre, et plus ça fait du clic, comme on dit sur les réseaux. Par ailleurs, cette télé-réalité, elle est calquée sur justement un rythme d'application et de réseau social. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a peu de scénarios, que en fait, ces émissions sont montées un peu comme des stories Snapchat, et c'est aussi pour ça qu'elles ont beaucoup de succès auprès des jeunes. Et donc c'est des émissions qui sont des poumons économiques pour les chaînes parce qu'elles collent à une époque, à un public et à une demande aussi, vous disiez primaire. Oui, on en revient à des formes de Robinsonade complètement primaires qui permettent aux gens de se libérer des cartons. Mais comment sont recrutés les candidats? Est-ce que là, il n'y aurait pas du ménage à faire ou être un peu plus sérieux au niveau des castings? Alors vous me posez une colle sur le type de politique de recrutement qu'il y a, mais il y a à la fois des candidats peu connus. Là, on avance vers des candidats qui sont plus connus, mieux payés. Je pense qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de travers des candidats en tant que tels et du casting. Il y a plutôt un travers de qu'est-ce qu'on propose comme programme. Apparemment, les chaînes sont confrontées au fait que les émissions de télé-réalité d'enfermement, qui étaient les premières émissions de télé-réalité où les gens vivaient en huis clos dans une maison, ne marche plus. Donc ils s'adaptent, ils vont vers des émissions ouvertes, en plein air, ils emmènent les gens aux quatre coins de la planète, ils leur font vivre des choses complètement débridées. Et pourtant ça et marche, après, ça dérape. puisque la Koh-Lanta, c'était le programme phare de TF1. Si on regarde donc Koh-Lanta en chiffres, on s'aperçoit que c'est 2 millions d'euros par émission, ça rapporte 2 millions d'euros par émission, voilà, 30 millions d'euros bruts de recettes publicitaires par an, 6 millions de téléspectateurs qui regardent. Oui, non, mais vous savez, il y a beaucoup. On joue gros là. Depuis la libéralisation de l'économie, vous savez, il y a beaucoup de marchés immoraux qui fonctionnent à coups de millions et de milliards de dollars. Donc je dirais qu'on est arrivé à une certaine dérive des marchés. Et Koh-Lanta, quelque part, n'est que le reflet de cette dérive des marchés qu'il faut réguler, tout simplement. Et le marché de l'entertainment, du loisir, doit aussi être régulé d'une certaine façon. Alors, il y a deux façons de le réguler, la montée en gamme, c'est-à-dire finalement de se fier à des vrais parcours, à des vraies célébrités, pardonnez-moi, mais des gens qui ont fait ça depuis tout petit et qui arrivent à un certain âge avec une grosse expérience. C'est une émission les plus rentables ? Oui, avec des vraies célébrités, et puis aussi régulées. Par exemple, je sais que le CSA a déjà un peu régulé la chose, puisqu'il y a des contrats de travail maintenant qui sont un peu mieux ficelés, on va dire. Donc réguler et monter en gamme, je dirais, sont les deux solutions. C'est tout simplement un sujet qu'on voit aussi d'ailleurs ailleurs. Mais est-ce qu'on monte en gamme ou est-ce qu'on a plutôt tendance là à baisser là, on se pose des questions quand même. Ouais. On se pose des questions, parce qu'il y a quand même eu, je vois cette société de production, c'est pas la première fois qu'elle est mise en cause. Il y a eu un précédent d'annulation du jeu en 2013, puisqu'un jeune candidat avait fait un malaise cardiaque lors d'un tournage. Il y a également eu le 9 mars 2015, cette plus grande tragédie, là, un crash d'hélico. On n'a pas tendance quand même à faire des économies, à vouloir produire des épisodes le plus rapidement possible, à moindre coût? Qu'il y ait une course en avance, c'est évident. Encore une fois, le sensationnalisme paye dans une société où on cherche à choquer, à provoquer, à faire du buzz. Et s'il y a un public pour ça, c'est évident que cette course en avant existe. Après, on peut observer quand même, là, dans la prise de décision de TF1, qu'il y a aussi une volonté de ne pas prendre trop de risques et de quand même s'en remettre à la justice, à un jugement. Il y a des programmes, il nous reste une minute avant les questions des téléspectateurs, il y a des programmes qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien, donc des fortunes diverses. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la télé-réalité, qui pèse quand même gros dans l'économie, commence à être un modèle à bout de souffle? Ça commence à être un modèle à bout de souffle. D'abord, c'est une variable d'ajustement pour les programmes TV aussi. Ça a longtemps, le chiffre qui a été cité, c'est 1,5 milliard à peu près par an pour cette industrie. Ça s'essouffle un petit peu, c'est vrai. Voilà, il faut recréer de nouveaux programmes, s'adapter au goût des consommateurs. Malheureusement, c'est aussi aujourd'hui un peu pour cette raison que c'est à la dérive, parce que les gens sont sur la demande de qualité beaucoup plus, avec les innovations, etc. C'est ça qu'on peut dire un peu sur le terrain économique. On se demande comment Secret Story, qui était un programme phare, est passé de TF1 à NT1 et a vu son audience baisser aussi. Oui, c'est l'essoufflement de cette première génération de programmes de télé-réalité qui... La jeunesse est quand même un baromètre. Je pense que les jeunes s'y retrouvent plus et que c'est plutôt les émissions d'évasion, de défis sportifs qui les accrochent et qu'ils regardent sur leur smartphone. On va poursuivre ce débat avec les questions des téléspectateurs. Donc, première question qui va s'afficher sur l'écran. Est-ce que par souci d'économie, la sécurité des candidats peut parfois être mise de côté? Donc, référence aux accidents relativement récents. Oui, alors on a envie de répondre par la métaphore de l'avion. Il y a une chance sur 1 million que ça tombe. Bon, voilà, et là ça arrive. Et puis finalement, voilà, c'est assez spectaculaire. Et donc finalement, ça fait un peu plus de publicité, on va dire. Pour la sécurité, je pense que là, en l'occurrence ici, contrairement à l'aviation, on a affaire à des coûts de production très faibles. Donc automatiquement, les risques qu'il y ait des accidents sont plus importants, puisque l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de minimiser au maximum les coûts de production et de maximiser au maximum les recettes publicitaires, et d'ailleurs aussi les produits dérivés, enfin les maillots, t-shirts, etc. qui vont avec les candidats. Donc voilà, la sécurité, lorsqu'on a quelque chose d'extrêmement frustre en termes de création et de production, elle n'existe quasiment pas finalement. Deuxième question de téléspectateur qui va s'afficher.
Est-ce que le contexte actuel sur les violences faites aux femmes, on en parlait un petit peu en début d'émission, n'a pas joué un rôle dans l'arrêt de la production? On le disait un petit peu tout à l'heure, c'est Balance ton port, c'est MeToo. On est quand même dans un contexte où on est quand même beaucoup plus vigilant concernant les violences qui sont faites aux femmes. En tout cas, on peut l'espérer. On l'espère. Oui. On l'espère. Effectivement, c'est quand même, ça a fait beaucoup de bruit, ça a marqué pas mal les esprits, ça a beaucoup circulé. Alors, je pense, hélas pas, que le paradigme de l'image de la femme a changé en un an. Mais il est vrai que... les producteurs sont peut-être plus vigilants. Voilà. C'est pas du cinéma, mais MeToo, c'est parti du cinéma, c'est parti de ces milieux-là. Et je pense qu'effectivement, en télévision, les producteurs doivent faire un peu plus attention. D'autant qu'en France, jusqu'à présent, il y a peu de têtes qui ont été coupées. Donc je pense que tout le monde reste un peu sur ses gardes sur ce sujet-là. Mais espérons qu'effectivement, ce contexte évoluera. Et s'il peut évoluer vers plus de qualité sur ces programmes, on peut souhaiter que ça. Enfin... 1 minute pour la dernière question qui va s'afficher. Ah bah non, il n'y avait que 2 questions. Alors moi j'ai une question à vous poser, Pascal Delima. Voilà, finalement cette affaire, est-ce que ça montre qu'on est à un tournant en matière de télé-réalité? Et est-ce que TF1 a des moyens de compenser le manque à gagner? Oui, je pense qu'on est à un véritable tournant parce qu'aujourd'hui il y a un vrai souhait, notamment, pas uniquement, mais la génération Y, vous savez, ces trentenaires qui ont déjà 2, 3, 4, 5 ans sur le marché du travail, qui arrivent très numérisés, etc., qui ont une vraie demande de qualité. Donc la montée en gamme est encore une fois l'une des solutions. Il y a possibilité également de diversifier les scénarios, de diversifier les acteurs en prenant des gens de parcours. Je préfère ce terme que célébrité, enfin des gens de parcours qui ont des parcours verticaux profonds et qui sont des gens reconnus et légitimes pour leur vrai talent. Et ensuite, de toute façon, avec une chaîne comme TF1, évidemment, on doute qu'il y ait peu de solutions par rapport à cela. Il y a d'autres émissions possibles qui nous arrivent des États-Unis, qui associent à la fois Internet, le sport en direct, avec des interviews de citoyens également en même temps, enfin une espèce de triangle comme ça, interview de citoyens, sport, loisirs, du direct, il y aura des moyens, avec des professionnels. Enfin, il y aura des moyens de compenser. Merci beaucoup Pascal Delima, merci beaucoup Céline Cabour d'être venue sur le plateau de BFM TV de Priorité au décryptage. Et bien sûr, vous restez avec nous puisque dans un instant, on va s'intéresser aux vacances des présidents. Emmanuel Macron est en week-end, vous le savez, au fort de Brégançon. La résidence présidentielle reprend du service, c'est ce qu'on verra dans un instant. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. BFM TV, première sur l'info, aussi sur votre mobile. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Chérie, je voulais te dire que... Oui? T'as fait un truc à tes cheveux? Non. Vous allez voir du cinéma partout. Nouveau avec les offres SFR. Profitez de tout le cinéma que vous aimez, des héros préférés de vos enfants et des séries exclusives comme Taken ou Victoria. Avec SFR Ciné-Série sans engagement à seulement 4 € par mois pour les clients SFR au lieu de 10 €. Opel, l'avenir appartient à tous. Découvrez l'Opel Corsa à partir de 8 900 €. Oui, 8 900 € seulement. Alone, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Bon week-end? Oui, vraiment bien occupé. Je me suis levé tôt, j'ai surfé un peu sur le net, et puis arrosé mes plantes. J'ai retrouvé un ami. Ah, et je me suis fait une nouvelle playlist. Et toi? C'était à peu près pareil.
Nouveau Ford EcoSport. Mettez du SUV dans votre vie. À partir de 149 € par mois, avec Bluetooth, jantes alliage, air conditionné et aide au démarrage en côte. Il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Si chez Fleury Michon, ils ont pu créer une filière d'élevage sans antibiotiques, sans OGM, c'est un peu grâce à nous. Parce qu'à un moment, on a su travailler différemment. Maintenant, si vous avez toujours des doutes, venez vérifier par vous-même. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Offre exceptionnelle pour les amoureux de basket et de la Jeep Elite. SFR Sport et la LNB vous proposent le multiplex de la dernière journée de la saison régulière le 15 mai à 20h45 et l'intégralité des quarts de finale à partir du 22 mai. Sur les sites, applications mobiles, Facebook Live et YouTube de SFR Sport et RMC Sport et sur Yahoo Sport. Avec SFR Sport, vivez basket, vibrez basket. Alors Guimard, ça va? Pas trop. Vous avez pas oublié quelque chose, hein? Rentrée de vacances! Fram, vous êtes bien en vacances. En ce moment chez Fram, la semaine en Sicile est à partir de 599 €. Profitez-en. Renault Occasion Garantie Z2, des véhicules électriques garantis jusqu'à 3 ans. Retrouvez votre programme avec aramisauto.com, vente de voitures d'occasion reconditionnées. Et merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de Priorité au décryptage. Tous les présidents de la Ve République s'y sont succédés avant lui. Emmanuel Macron passe avec son épouse Brigitte le week-end au fort de Brégançon, dans le Var, lieu de villégiature des chefs d'État depuis 1968. Un séjour privé. Alors a priori, aucune sortie publique n'est prévue. On va retrouver Julia Vanès qui est sur place pour BFM TV. Les badauds sont tout de même là pour tenter d'apercevoir le couple présidentiel, Julia. Oui, alors ce n'est pas la grande foule comme du temps de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, mais on a quand même croisé donc des badauds, des curieux qui, quand ils vont à la plage qui se trouve juste derrière, eh bien ils s'arrêtent ici quelques minutes pour tenter d'apercevoir le président de la République. Et il y a même certaines personnes qui laissent des petits mots ou encore des doléances dans la boîte aux lettres qui se trouve juste à l'entrée du fort de Brégançon. Et l'Élysée nous a dit en tout cas que tous ces petits mots étaient transmis au président de la République. Et justement, je vous propose d'écouter ces quelques curieux qu'on a pu croiser ce matin avec Camille Fournier. Jacques Chirac, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'ai vu le président Hollande aussi. Je les ai vus tous, pratiquement. Mais bon, j'aimerais bien voir le président Macron, on ne sait jamais. Donc je suis venu en Solex faire un petit tour et puis voilà. Il n'est pas sorti, je ne l'ai pas vu une seule fois. Eh bien, on lui remet tout simplement nos souvenirs de campagne. Voilà. On a fait une cuvée Macron, on a créé une Macron mobile. Voilà, c'est un cadeau tout simplement pour fêter c'est 1 an de présidence. Alors c'est un week-end strictement privé, ne cesse de marteler l'Élysée. Emmanuel Macron, il reste une bonne partie de ses journées à l'intérieur du fort où il travaille. Hier, il s'est quand même détendu quelques instants, notamment avec une balade à vélo dans les alentours de Cavalières. Mais pour le moment, aucune sortie publique n'est prévue à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup Julia Vanest avec Camille Fournier pour les images. Et on en discute avec Guillaume Darey. Bonjour, vous êtes journaliste au service politique de France 2, auteur de Le Fort de Brégançon, Histoire, secret, coulisses, vacances présidentielles, donc aux éditions de l'Observatoire, et ça sort bientôt le 6 juin. Le 6 juin. Arnaud Benedetti, bonjour. Vous êtes professeur en histoire de la communication politique, auteur de Le Coup de com' permanent aux éditions du CERF, et puis Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Bonjour Jannick, je me tourne tout d'abord vers vous, vers l'historien Arnaud Benedetti. Donc c'est le général de Gaulle
qui a inscrit Brégançon dans la liste officielle des résidences présidentielles en 1968. Oui, et c'est le premier, si mes souvenirs sont bons, à y avoir séjourné, en 1964 d'ailleurs. Donc en 1964, pour commémorer le 20e anniversaire du débarquement en Provence, je crois le 25 ou le 24 août 1964. Donc en effet, le général de Gaulle, qui était plutôt assez discret sur ses lieux de villégiature, je veux dire, avait néanmoins fait de Brégançon l'un des lieux importants de la République, en tout cas d'un des lieux importants de résidence. Et pourtant, Guillaume Darey, il a eu une mauvaise expérience. Oui, il a passé une mauvaise nuit. Effectivement, une seule nuit où il se fait dévorer par les moustiques, où le lit est trop petit, lui qui fait plus d'1,90 m, et pourtant, effectivement, il n'a pas tenu rigueur à Brégançon, puisque 4 ans après ce séjour, comme on le disait à l'instant, il en a fait une résidence présidentielle. Mais quand vous en parlez avec ses proches, notamment avec son petit-fils, Yves de Gaulle, il vous raconte que c'est plus dans une logique, j'allais dire, gaulienne, de se préoccuper de sa succession et de ses successeurs et de donner finalement cet outil politique, on va en parler parce que c'est aussi et avant tout un outil politique qui fait partie de la panoplie présidentielle. Et à l'époque, effectivement, de Gaulle semblait juger que ça manquait à la panoplie présidentielle alors que d'autres États avaient déjà ce type de résidences d'été qui sont aussi des résidences politiques. Alors tous les présidents de la Ve République ont séjourné au fort de Brégançon, Jannick Halimi, avec plus ou moins de constance. Plus ou moins de constance, hein. On vient de le dire, le général de Gaulle, il y allait très peu souvent. En revanche, Georges Pompidou et son épouse l'ont beaucoup aimé. Ils étaient plutôt des aficionados de Saint-Tropez, mais une fois que, bien sûr, Monsieur Pompidou est entré à l'Élysée, c'était plus simple et plus correct, on va dire, politiquement correct d'aller au fort Brégançon. Valéry Giscard d'Estaing également l'aimait bien. Vous avez dû rappeler plusieurs fois le coup politique qu'il avait fait avec Jacques Chirac. On va en parler justement de ce politique. Donc là, déjà, une forte symbolique politique. Après, François Mitterrand l'aimait un peu moins. Hein. Il s'y rendait beaucoup moins. Il préférait aller à Latché ou même à Gordes, dans le Luberon. Jacques Chirac, lui, c'était un peu « je t'aime moi non plus », parce qu'il y est allé extrêmement souvent. On se souvient tous des sorties de l'église de Bormes-les-Mimosas avec Bernadette Chirac. Par contre, il disait qu'il, je le cite, qu'il s'y emmerdait beaucoup, mais bon, il y allait malgré tout pratiquement tous les ans. Et François Hollande, là aussi, il y est allé une fois. Il s'en est mordu les doigts. Vous vous rappelez des images de farniente, peut-être un peu trop forcées, alors que le pays n'était pas sorti de la crise. Et puis surtout que Bachar al-Assad commençait la guerre contre son peuple, n'est-ce pas, contre ses rebelles, et que François Hollande n'avait rien dit, alors que Nicolas Sarkozy, qui venait de quitter l'Élysée, envoyait déjà une première carte postale, si je puis dire, en sortant du bois et en critiquant... à quelques dizaines de kilomètres de là seulement, puisqu'il était au Cap-Nègre, à 20 km du fort de Brégançon. Exactement. Alors, donc c'est un peu je t'aime moi non plus, quand même, hein, le fort Brégançon et les présidents. On l'a vu sur cette infographie, Georges Pompidou donc, a ouvert le fort aux journalistes, absolument. Et c'est François Hollande qui l'a ouvert au public. Oui, absolument. C'est vrai que Georges Pompidou, c'est le premier, dès 1969, je crois, le premier été où il est président et où il va tout de suite à Brégançon. Il invite quelques journalistes, il le reproduira quasiment toutes les années. Et le fils de Georges Pompidou disait d'ailleurs que c'était presque un peu une stratégie. Hein. Il préférait faire venir tout de suite la presse pendant quelques heures, discuter en se disant derrière je serai tranquille. Mais rapidement, on parle souvent aujourd'hui des journalistes et des badauds qui sont devant l'entrée du fort. Mais très rapidement, il y a eu cette habitude de journalistes et de photographes presque en planque, puisque ça n'a pas vraiment marché, puisque tant que Georges Pompidou était là, les badauds et les photographes restaient là également. Quant à François Hollande, effectivement, il y est venu un été, mais comme disait à l'instant Jannick, ça a été compliqué parce que c'était associé effectivement à sa chute dans les sondages, alors que c'était difficile pour lui parce qu'en réalité, la communication a pris le pas sur la réalité, parce que la réalité, c'est qu'il travaillait. Il a tous les éléments. On entendait votre envoyé spécial à l'instant dire que le président Macron travaillait. Évidemment, l'idée, c'est que ça soit... Plusieurs personnes des entourages présidentiels m'ont dit c'est l'Élysée l'été. Il y a tous les moyens de communication, ils sont en lien permanent, donc ils travaillent. Mais c'est vrai que l'image d'un François Hollande se promenant sur la plage alors que les plans sociaux se multipliaient, eh bien ça lui a effectivement, les Français lui en ont tenu rigueur. Donc on voit, je m'adresse à l'historien, que c'est un passage risqué, ce fort de Brégançon, mais peut-être aussi un passage
obligé, puisque tous les présidents s'y sont rendus. Oui, c'est un passage obligé. Mais ce qui est intéressant, c'est la relation des présidents de la République avec leurs vacances, ou en tout cas avec leurs moments de pause. Et c'est important de parler de Georges Pompidou, parce que Georges Pompidou est finalement le premier président de la République, de la Ve République, à avoir mis en scène de manière très discrète ses vacances. Alors, il était à Brégançon, mais Georges Pompidou aussi allait à Cajar, dans le Lot, où il allait également en Bretagne. C'est le premier il à aimait avoir... bien Saint-Tropez aussi, Georges Pompidou. Oui, mais alors justement, avant d'être élu président de la République, et justement, il est allé à Brégançon ensuite pour gommer cette image un peu de jet-set qui collait à la peau du couple Pompidou avant qu'il ne devienne président de la République. Donc il y avait un choix, en tout cas de communication, qui était clairement affiché du côté de Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing a été très souvent à Brégançon. Il passait une semaine tous les étés à Brégançon, et je crois que c'est vraisemblablement le seul président de la République à avoir eu cette récurrence tous les étés. Il y allait même à la Pentecôte, et il y allait à la Pentecôte, et il y allait un week-end d'hiver. Et vous avez rappelé ce fameux événement avec Jacques Chirac, puisque c'est le week-end ou les 2 jours passés à Brégançon entre le couple du Premier ministre et le couple du président de la République qui annonce ensuite le départ de Jacques Chirac de Matignon. On va expliquer pourquoi. C'est parce qu'il l'avait invité en même temps que son moniteur de ski. Voilà, absolument. C'est la Pentecôte 1976, effectivement, il y a déjà des tensions depuis un moment entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac a même proposé, je crois, de dissoudre l'Assemblée dans une lettre au président Giscard d'Estaing. Le président Giscard d'Estaing dit que c'est sa femme qui lui donne l'idée de dire « invitez les Chirac à Brégançon, ce sera l'occasion de discuter ». Ils viennent un week-end. Jacques Chirac pensait parler politique. Pendant tout le week-end, ceux qui ont eu le récit de ce week-end-là explique qu'en fait Valéry Giscard d'Estaing va faire autre chose, ils vont effectivement se baigner, faire du sport et autres, et au moment où il pensait Jacques Chirac pouvoir discuter de cela, il se retrouve à manger avec le moniteur. Alors il y a plusieurs versions, certains parlent du prof de tennis, d'autres du prof de ski nautique, en tout cas du professeur de sport, et effectivement il s'est senti rabaissé. Mais il s'est senti humilié, il a dit qu'il a été humilié, mais il y a eu la version aussi de l'autre côté, parce qu'on est près de 40 ans plus tard, et les deux n'en démordent pas. Les deux entourages, Chirac et Giscard, n'en démordent pas. Parce qu'aujourd'hui, le couple et les proches de Valéry Giscard d'Estaing expliquent qu'à l'inverse, effectivement, il avait été très bien reçu. Et puis il n'y a pas que ça, il y a une histoire, vous savez, Jacques Chirac aurait fait courir l'idée que Valéry Giscard d'Estaing était assis quasiment, entre guillemets, sur un trône, servi comme un prince. Et ça, c'est vraiment ce que n'a pas supporté le couple Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qui a d'ailleurs téléphoné à Jacques Chirac à l'issue de quelques semaines après le week-end, puisque l'information avait été diffusée, je crois, au Point, faisant passer Jacques Chirac pour quelqu'un qui aurait été humilié. Et sur ce week-end-là, il y a toujours discussion, 40 ans après. Donc c'est un peu risqué d'aller à Brégançon. On se demande pourquoi le couple Macron a décidé d'y passer le week-end. Écoutez, je crois que, comme on le dit tous de façon plus ou moins explicite, ça fait partie maintenant de l'histoire de la République. Et de la même façon qu'il y a la photo officielle du président lorsqu'il vient d'être élu et qui se trouve bien à l'Élysée et dans tous les lieux publics, les mairies, etc. Eh bien, peut-être faut-il maintenant le cliché au fort de Brégançon, de préférence du couple présidentiel. Et Emmanuel Macron, qui, pour le moment, a la réputation de tout bouleverser, en tout cas sur l'échiquier politique, eh ben, on le dit, on le répète, veut au contraire, à contrario, dans sa communication depuis le début de son entrée en fonction, on se souvient de sa marche dans la cour du Louvre, veut au contraire s'impliquer et imprimer sa personnalité dans l'histoire de France et dans l'histoire de la République. C'est finalement une halte, une étape tout à fait logique sur le parcours tant qu'on n'est pas mis les pieds à Brégançon, on n'est pas président. C'est un peu ça l'idée. L'entourage de François Mitterrand vous dirait non, puisqu'il s'y est très peu rendu, mais c'est vrai que ça fait partie... L'endroit n'était peut-être pas assez discret. Peut-être, mais c'est vrai que, comme disait Yannick, c'est plus que, j'allais dire, plus que le symbole, c'est dans l'imaginaire de chacun d'entre nous. Donc c'est vrai que ça lui permet d'y aller. Puis je pense qu'il y a aussi une décision très pratique de la part d'Emmanuel Macron, de son entourage et de ses équipes, qui est que, on le sait tous, pour se déplacer, pour aller en vacances, prendre quelques jours, c'est aussi très compliqué pour un chef d'État parce qu'il y a tout un déploiement de forces, de sécurité et autres. Et certes, c'est peut-être un petit peu désuet, un petit peu compliqué pour votre vie privée si vous souhaitez aller sur la plage. Mais l'aspect positif aussi, c'est que d'après les forces de sécurité, les responsables de sécurité que j'ai pu consulter pour mon ouvrage, ils vous disent que c'est facilement sécurisable parce que c'est évacuable par terre, par mer et par les airs parce qu'il y a un héliport. Alors le fait d'aller à Brégançon, c'est aussi une façon de montrer qu'on ne passe pas de simples vacances, qu'on passe des vacances studieuses, qu'on travaille. C'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron qui a cherché un point d'équilibre entre la sacralité de la fonction à laquelle il est
profondément attaché. Vous avez rappelé notamment sa lente déambulation dans la cour du Louvre qui montrait sa volonté de réinvestir pleinement la fonction monarchique du président de la République, mais aussi un point d'équilibre avec la proximité, la nécessité de la proximité. Le statut du chef d'État, l'image du chef d'État a considérablement évolué tout au long du siècle. Et le premier d'ailleurs à avoir conseillé un chef d'État de disposer d'une certaine forme de familiarité avec l'opinion, c'est un spin bien connu dans les années fin des années 50 et début des années 60 qui s'appelait Joseph Napolitan, qui était le spin docteur de Kennedy et qui lui a dit il faut que tu mettes en scène ta vie privée, ta vie familiale pour que on puisse rapprocher le chef de l'État, l'image du chef de l'État de l'opinion. Et l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est ce point d'équilibre entre à la fois cette dimension extrêmement sacrale de la fonction présidentielle et quand même donner un minimum de respiration par une forme de proximité avec l'opinion publique. C'est pour ça qu'il a une stratégie de communication durant ses vacances, en règle générale, qui est extrêmement bien rodée. On n'a pas eu d'image pour l'instant, on en aura peut-être, mais on va voir d'ailleurs si on va en avoir. On n'a pas eu d'image d'ailleurs, même l'été dernier, rappelez-vous, à Marseille, ça avait été... Sur Twitter. Oui, mais totalement maîtrisé. Totalement. Il y a eu... Ce qui montre quand même qu'effectivement, quand ils veulent contrôler leur communication, quand quelqu'un comme Emmanuel Macron et son épouse ne veulent pas s'exposer publiquement, ils y parviennent. Alors on dit qu'il y a plus de paparazzi qu'au Festival de Cannes. Effectivement, il y a beaucoup de paparazzi. Et pour vous dire, pour l'anecdote, il y a il y a une petite baraque à frites à l'entrée de l'autre côté du Brégançon. Et la personne, je pense, qui tient cette baraque à frites doit être ravie du retour du couple présidentiel, parce qu'il me disait qu'il y avait effectivement des dizaines de badauds et des dizaines de photographes et caméras à chaque fois que le chef de l'État se rendait à Brégançon. Emmanuel Macron à Brégançon aujourd'hui, mais il a fêté ses 40 ans donc à Chambord. Il a reçu Poutine notamment à Versailles. Pour ne citer que quelques exemples, on a l'impression qu'il évolue comme chez lui dans les dépendances de la République. Oui, enfin de la République au sens large, je dirais même de la France, parce que Chambord, Versailles, il a beau dire lors d'un des documentaires que Versailles, la République y a été, mais tout de même... Pardon ? Ça renforce son côté un peu monarque. Oui, alors son côté monarque, mais c'est pour lui, la monarchie, c'est certainement peut-être, enfin, faut rien exagérer tout de même, une façon de gouverner, c'est évidemment pas une monarchie avec tous les contre-pouvoirs qui existent en France, même s'ils sont imparfaits, c'est une monarchie toute relative, mais c'est surtout pour Emmanuel Macron, investir les lieux de la monarchie, c'est investir les lieux de l'histoire. Il tient beaucoup à l'histoire, c'est l'histoire de France. Il y avait eu la statue de Jeanne d'Arc, il n'était pas encore élu ou venait d'être élu, je me souviens plus. Il n'était pas Orléans, il était encore. Il était encore, voilà, pardonnez-moi. Donc ça a commencé par ça, il y a Jeanne d'Arc, il y a le Louvre, il y a Chambord, voilà, il y a les Champs-Élysées. Encore une fois, c'est plutôt l'histoire de la France dans toute sa continuité que uniquement l'histoire de la monarchie ou de la République. Alors Brégançon, donc lieu de villégiature, lieu aussi où on veut montrer, outil de communication que l'on travaille. On va regarder cette infographie, puisque sur les fausses vacances des présidents, les présidents donc, qui ont travaillé, notamment il y a eu plusieurs rencontres. En 1985, François Mitterrand qui a reçu Helmut Kohl, 2004, Jacques Chirac qui a reçu Abdelaziz Bouteflika. On va voir cette infographie dans un instant. Vous avez d'autres exemples, Jeanne Canier ? En 2008, Nicolas Sarkozy qui avait reçu Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine également. C'est un vrai outil diplomatique en fait. Ça permet de créer un rapport qui est différent sur le plan personnel entre les chefs d'État. Et je crois qu'Emmanuel Macron a bien dans l'intention aussi de pouvoir s'en servir dans ce but-là. Ce que m'a dit son entourage au cours de mon enquête, c'est que ce qu'il a fait à Versailles avec Vladimir Poutine, ce qu'il a fait aux Invalides avec Donald Trump, et il compte bien le faire peut-être à Brégançon, c'est-à-dire que si au printemps ou durant l'été, il y a un chef d'État, Angela Merkel ou autre, à recevoir pour une rencontre bilatérale, plutôt que de le faire au Palais de l'Élysée, ça peut se faire à Brégançon. Les liens qui sont créés sont différents. Et on sait que la dimension personnelle dans les relations diplomatiques entre responsables politiques, à ce niveau-là, entre chefs d'État, elle est très importante au moment de résoudre des crises et ça participe à ça. Redonner du lustre, redonner vie à Brégançon, alors que François Hollande, il n'y a pas mis les pieds souvent. Je pense que la relation d'Emmanuel Macron à l'histoire est très différente de celle de François Hollande. François Hollande, il avait finalement une relation à l'histoire qui était profondément marquée par son corpus idéologique. C'est que l'histoire de France, pour François Hollande, c'était l'histoire de France à partir de la Révolution française. Avec Emmanuel Macron, il s'inscrit dans une tradition qui est plutôt celle du roman national, du récit national. Vous avez cité Jeanne d'Arc, on a cité les rois, et il va chercher dans l'histoire un facteur qui lui permet aussi de se légitimer. N'oublions jamais
que c'est le plus jeune président de la République que nous n'ayons jamais élu en France. Donc il a besoin à un moment donné de s'adosser à l'épaisseur de l'histoire pour s'élever au niveau de la fonction. Et je crois qu'il l'a plutôt bien fait jusqu'à maintenant. En tout cas, Brégançon, les lieux de vacances en général des présidents, ça donne le ton d'un mandat. On se souvient de Chirac à l'île Maurice, ça a fait fort mauvais effet. J'allais dire, ça donne le ton d'un mandat, surtout, je pense, si c'est loupé. C'est-à-dire, on l'a vu pour François Hollande. Ça, je pense qu'on va le retenir comme un point de passage important d'Emmanuel Macron, qui s'inscrit dans cette symbolique-là. Mais finalement, on a presque l'impression, quand on parle de Brégançon, que cette histoire-là n'a jamais été rompue. Alors que pourtant, ça faisait 5 ans que François Hollande n'y allait plus. Mais très vite, la symbolique reprend le pas. Et si Emmanuel Macron, ça lui plaît, s'il décide ce qui est probable, peut-être d'y retourner cet été, eh bien, finalement, il aurait réussi à renouer, ce qu'on se disait à l'instant, cette histoire présidentielle. Et il veut vraiment s'inscrire là-dedans. Et on sent qu'il y a à la fois une volonté de peser dans la symbolique de la République, symbolique présidentielle, tout en gardant une sobriété à laquelle le chef de l'État est attaché. On poursuit nos échanges avec les questions des téléspectateurs. Questions qui vont s'afficher sur l'écran. Alors, est-ce que c'est le seul lieu de villégiature pour les présidents de la République? Il y a la lanterne qui officiellement dépendait de Matignon, mais depuis Nicolas Sarkozy, la présidence de la République en a l'usufruit, si je puis dire. C'est tout, non? C'est essentiellement ça, parce qu'il y en a d'autres... Non, c'est la lanterne qui a un petit peu volé la vedette, effectivement, à Brégançon ces derniers temps, parce qu'à la lanterne, il y a une piscine et un tennis. À Versailles, il n'y a pas de piscine à Brégançon. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est pas loin de Paris, donc vous pouvez revenir plus rapidement à l'Élysée s'il se passe quelque chose. C'est un lieu de travail qui est très apprécié. Et effectivement, Nicolas Sarkozy l'a piqué, si j'ose dire, au Premier ministre en 2007, au moment de composer son gouvernement. Et pas un Premier ministre ne l'a revu depuis, parce que c'est même officiellement, désormais, effectivement, dans l'escarcelle élyséenne. Allez, deuxième question. Combien coûte un week-end à Brégançon? Alors, est-ce que c'est une colle ou pas? Un week-end, j'aurais du mal à chiffrer. Mais des vacances? C'est-à-dire 200 000 euros divisé par 52. Effectivement, le dernier chiffre qui avait été donné dans la version, j'allais dire présidentielle, avec un chef d'État qui y réside, c'était en 2008, la Cour des comptes, effectivement, qui chiffrait ça à 225 000 euros par an. Ça faisait 619 euros par jour, pour être très précis. Ça peut sembler cher, mais en réalité, quand vous regardez, il n'y a qu'un garde qui est là en permanence, à temps complet, toute l'année. Pour tout le reste, pour ce qui est entretien des jardins, éventuelles réflexions ou autres, on fait appel à des entreprises extérieures, des prestataires. Et puis, par exemple, pour ce qui est du cuisinier ou autre, il descend directement de l'Élysée quand le président de la République vient. Donc, on ne peut pas dire que c'est une dépense financière extrêmement importante. Et je crois qu'en 2008, d'ailleurs, c'était dans les résidences qui coûtaient le moins cher quand on comparait aux autres. Mais tout de même, la Cour des comptes, assez régulièrement, se penche sur le coût des résidences publiques et des résidences présidentielles. Et de façon récurrente, se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas vendre Brégançon, notamment? Allez, dernière petite question. Pourquoi ce lieu est-il apprécié de certains présidents et a-t-il été délaissé par d'autres? Je pense qu'il est apprécié parce que tout simplement, il permet d'avoir un confort pour exercer, continuer à exercer le pouvoir qui est appréciable pour un président de la République. Et on voit bien que dans le contexte actuel, qui est un contexte un peu agité socialement, la venue à Brégançon a une portée politique. Ça veut dire que le président de la République, certes, prend des vacances, mais qu'il est toujours là, qu'il veille sur la situation. Je crois qu'il y a ce symbole qui est aussi, ce signal qui est envoyé à l'opinion publique. Ensuite, s'il est délaissé, je pense qu'en effet, François Hollande a quelques mauvais souvenirs liés au début de son mandat, notamment sa relation privée avec la première dame à l'époque. Donc on peut considérer qu'il a mis de la distance entre Brégançon et lui, parce que tout simplement, le démarrage du mandat ne lui avait certainement pas donné satisfaction. Et puis il est sans doute apprécié aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a quand même un cadre extraordinaire. Il y a une vue superbe sur la Méditerranée, le massif des Maures et les îles, le Levant, Port-Cros et Port-Cros, donc ça fait envie aussi. C'est vrai. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de Priorité au décryptage. Et merci d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve bien sûr demain à 14h et 17h pour encore plus de décryptage. Passez une très bonne journée sur BFM TV.